Salut alors. Salut Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, tu es économiste. Tu as notamment publié, enfin, ça vient d'être republié à la collection Point, L'État droit dans le mur, que je conseille à tout le monde. C'est dans une collection de poches, donc moins cher que dans la première collection. Si je t'ai invité, c'est pour parler des marchés financiers. Pourquoi parler de marchés financiers aujourd'hui? C'est parce qu'a été publié cette semaine dans Le Monde une tribune co-signée par 6 économistes, des économistes de gauche, plutôt autour de Attac et Copernic, et en gros qui disaient, ils affrontaient le budget de François Bayrou, et ils disaient, mais en gros, le nerf de la guerre, le problème principal la question principale à laquelle veut répondre François Bayrou, c'est celle des marchés financiers, et il y répond mal. Il y répond en se soumettant à ces marchés financiers. Eux, ils proposent une autre voie, des voies je vais te dire après ce qu'ils racontent dans leur tribune, mais d'abord, pour commencer cette interview, on a besoin de savoir c'est quoi les marchés financiers, c'est qui, pourquoi ou est-ce qu'ils sont si importants que ça dans notre vie, à la fois en tant qu'individu, mais aussi en tant que nation, et ensuite pourquoi est-ce qu'on corrèle très souvent ces marchés financiers à la question de la dette? Alors, en fait, les marchés financiers, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, 400-500 ans. Théoriquement, en fait, c'est un endroit dans lequel tu réunis les gens qui ont de l'argent, de l'épargne, donc on les appelle les épargnants ou les créanciers, et les gens qui veulent investir mais qui n'ont pas suffisamment d'argent pour investir. Donc en fait, c'est un marché qui réunit des gens qui ont de l'argent et des gens qui ont des projets d'investissement. Donc ça existait pendant la Renaissance. L'État, par exemple, italien, a financé une partie de ses expéditions dans ce qu'on a appelé après l'Amérique latine avec les marchés financiers, mais ça a pris beaucoup d'importance dans les 50 dernières années. En particulier, en fait, pour le coup, l'État se finançait assez peu de cette façon-là. Après la Seconde Guerre mondiale, il y avait ce qu'on appelait un circuit du trésor, c'est-à-dire qu'il réglementait complètement l'épargne. À partir des années 70, ça vient vraiment sur ce qu'on appelle, donc on appelle ça un marché financier ou un marché de capitaux, et c'est complètement libéralisé. C'est ça vraiment la grosse révolution à partir des années 70, c'est que l'État n'érige plus aucune règle, et là, voilà, tu es sur un marché, un endroit dans lequel tu vas mettre des gens qui ont de l'argent et qui veulent bien prêter à des investisseurs privés ou des investisseurs publics, c'est-à-dire à l'État. Ils vont se prêter, enfin donc les créanciers prêtent par exemple à l'État et l'État doit rendre des intérêts à ses créanciers. Mais tu vois, quand tu fais un emprunt si tu veux acheter un appartement, en fait tu vas à ta banque va te prêter de l'argent, ça c'est déjà un marché financier, dans le sens où la banque, elle n'a pas vraiment d'argent, elle est allée l'emprunter à quelqu'un pour te le prêter à toi. Donc, elle va payer des intérêts à quelqu'un et elle va recevoir des intérêts de ta part. Quand on écoute la radio, la télévision ou qu'on lit des articles de journaux, parfois on a l'impression qu'il y a un peu essentialisé en fait les marchés financiers. On dit par exemple, là par exemple que le vote de confiance de François Bayrou et derrière la potentielle chute de gouvernement, ça inquiète les marchés financiers. Là, dans ce que tu me racontes, c'est pas une personne qui est inquiète de voir François Bayrou tomber. C'est une foultitude d'acteurs. Et genre, en gros, comment est-ce que aujourd'hui tu les caractérises dans leur unité? Ouais, en fait, je pense que le gros problème aujourd'hui, c'est la concentration des pouvoirs. Mais de façon vraiment très empirique, toi, tu fais partie du marché financier et si tu as de l'épargne, il y a une partie de ton épargne qui est prêtée à l'État. Sauf que c'est pas toi qu'on écoute. En fait, les gens qu'on va écouter, c'est les banquiers, c'est les fonds de pension américains, c'est les gros investisseurs institutionnels qui vont prêter aux États, donc à la France, à l'Allemagne, tous les États empruntent. Et d'ailleurs, quand ça se passe bien, c'est génial parce qu'en fait, ça permet, si tu veux, de ne pas avoir, en fait, de pouvoir faire plein de choses sans avoir toujours à boucler son projet, enfin son budget. Et il y a des investissements qui sont hyper rentables en fait. Par exemple, si l'État veut investir davantage dans l'écologie, ça lui permet de ne pas lever tous les impôts qu'il faudrait pour financer tout, et il va aller t'emprunter à toi.
Bon, ça, c'est quand ça se passe bien. Mais quand tu dis essentialiser, le truc, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les marchés financiers, ils collent la pression aux États en leur demandant des taux d'intérêt très élevés quand ça ne va pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont perdu confiance en un État, en réalité, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se défaire de leurs emprunts, ils vont revendre leurs emprunts, et ça fait augmenter le taux d'intérêt. Pourquoi ? Si tu dois prêter de l'argent à un copain ou une copine, si tu dois prêter de l'argent à quelqu'un que tu connais pas, en fait, si c'est quelqu'un que tu connais pas du tout et qui a une mauvaise réputation, tu vas prendre un risque, et donc ce risque, tu vas te le faire rémunérer. C'est ça le principe. Sauf qu'aujourd'hui, on a effectivement un gouvernement et l'ensemble des gouvernements dans le monde qui sont soumis au marché financier parce qu'on a des dettes élevées, parce qu'on leur doit de l'argent et parce que si les taux d'intérêt augmentent vraiment très fort, ça pèse sur le budget et ça peut éventuellement faire ce qu'on appelle une crise de la dette. C'est ce qui s'est passé en Argentine ou en Grèce. Mais alors vraiment, on n'en est pas du tout là en France. Tu as parlé des épargnants et du rôle des épargnants dans ces marchés financiers. Donc effectivement, il y a un problème de concentration des pouvoirs. Pour autant, ça reste notre épargne collective. Et on dit souvent que cette épargne, si je prends le cas de la France, est très très élevée. On parle de quasi 1000 milliards à la fin 2024. Cette épargne, comment est-ce qu'elle pourrait être mobilisable par l'État ou par le public, en gros, pour faire des investissements? Et est-ce que tu penses que c'est une bonne chose, premièrement? Deuxièmement, quel est mon pouvoir en tant qu'épargnant vis-à-vis, est-ce que je peux faire contre-pouvoir vis-à-vis, par exemple, de ma banque qui est l'acteur financier important, mais en vrai, elle est une foultitude de petits épargnants. On pourrait dire à la banque, moi, par exemple, je suis à la caisse d'épargne. Je pourrais dire à la caisse d'épargne, écoute, moi, j'aimerais bien que, c'est mon argent, il soit investi autrement que pour avoir des retours sur investissement avec des taux d'intérêt importants, mais dans les trucs qui m'intéressent pas et qui sont pas bons pour le collectif à court et à moyen terme. En fait, ton épargne, elle est déjà beaucoup mobilisée pour prêter à l'État français. En fait, un quart de l'épargne des Français, elle finance déjà la dette publique. En réalité, je te dis, si tu as un petit peu d'assurance vie, si tu as même n'importe quelle épargne un peu rémunérée, tu vas avoir de la dette publique française. Pourquoi ? Parce que c'est censé être un placement ultra sûr. C'est-à-dire que ça rapporte pas beaucoup, mais on sait que l'État français ne fera jamais faillite. Et c'est même au point que réglementairement, c'est-à-dire de façon vraiment pour la réglementation, toutes les banques, elles doivent avoir beaucoup de dettes publiques dans leur bilan parce que c'est ultra sûr et qu'on sait qu'on peut le liquider. Alors, est-ce que tu peux mettre la pression sur ta banque ? Ce que tu peux faire... Collectivement, hein. Ouais. Pas tout seul face à la caisse d'épargne, il faut avoir des PCE. Ce que tu peux faire, et ce que les Français ont commencé à faire, les Français et les Françaises, c'est qu'ils peuvent souhaiter orienter leur épargne vers des investissements, par exemple, pour la transition écologique. En fait, ça, c'est énorme. À un moment, depuis 10 ans, il y a eu vraiment un mouvement de « j'en ai marre de prêter de l'argent à Total ». Parce que, en fait, encore une fois, si tu as une assurance vie et un petit peu d'action, clairement, ça va beaucoup chez Total, ça va dans les énergies fossiles, dans les bagnoles, etc. Et donc, les marchés financiers, les banques, ont commencé à se dire, d'accord, je vais faire des produits financiers. C'est-à-dire que je vais le packager en faisant un beau marketing, je vais appeler ça un produit vert et je vais te dire, OK, au lieu de prêter à Total, maintenant tu vas prêter à des entreprises qui font des investissements pour accélérer la transition écologique. Et ça, tu peux le faire. Et ce qui est bien, c'est que tu as eu beaucoup de greenwashing. Donc du greenwashing, c'est quand une banque te dit que tu fais du bon placement écologique et qu'en fait, c'est pas vrai. Et tu as plein d'ONG dans genre Finance Watch par exemple, mais plein d'autres qui ont commencé à dire non mais ça c'est pas un bon placement. En fait cette banque là elle vous dit que vous faites un placement dans le vert, mais en réalité l'essentiel c'est de votre argent et de l'argent de cette banque qui va chez Total ou ailleurs. Du coup si tu veux tu peux toi choisir de ne pas mettre ton épargne dans l'énergie fossile, dans des voitures, dans ce que tu n'aimes pas. En revanche, décider de
d'orienter ton épargne pour aider l'État français ou pour relâcher la pression, là, pour le coup, je vois pas trop comment tu peux le faire, à part si l'État décide de lancer un grand emprunt et se dit je vais en fait flécher l'épargne des Français et l'État dit ok, j'ai besoin de 3 milliards. Et donc, ils s'adressent à tous les épargnants via leur banque. Et là, tu peux te dire, OK, j'ai envie d'aider mon pays. Ce qu'il fait un peu en matière militaire et en matière de défense. Ouais. Il a créé, en fait, ces emprunts, ces possibilités d'orienter l'épargne vers les dépenses militaires, puisque, a priori, on aura besoin, d'après Emmanuel Macron, de beaucoup de dépenses militaires dans les années à venir. Et ça, tu penses que ça, c'est pas une bonne façon pour toi de mobiliser de l'argent qui, le plus souvent, est en train de jaisir dans des comptes en banque, quoi. Oui, ce qui m'ennuie là-dedans, c'est que, tu sais, en fait, il y a que 40% des Français qui vraiment épargnent. C'est-à-dire que tout le monde a un petit peu de patrimoine, mais vraiment la capacité de mettre de l'argent de côté, c'est moins de la moitié des Français. Et c'est les plus riches qui font ça. Et donc, quand l'État lance un grand emprunt pour financer les dépenses militaires ou autres, en réalité, il va donner des intérêts à ces gens-là. Et donc, c'est un transfert public payé avec les impôts des pauvres et des riches, mais payé avec la TVA, par exemple, que tous les pauvres payent. C'est les impôts de tout le monde qui vont servir à payer les intérêts des gens qui peuvent épargner et donc qui peuvent prêter à l'État. Et du coup, si tu veux, oui, ça peut être une bonne chose, mais il faut vraiment pas oublier que l'épargne, c'est concentré sur les plus riches. Par exemple, au-delà du fait que seulement 40% des Français peuvent épargner, les 10% des plus riches détiennent presque la moitié de l'épargne française. Donc c'est ultra concentré. Et donc, moi, en tant qu'économiste, tu dois faire des arbitrages, essayer d'être juste et efficace. Et je crois que c'est mieux de taxer les riches. Donc, c'est exactement le contraire. Au lieu de leur transférer de l'argent public pour leur dire prête-moi de l'argent, en fait, il vaut mieux les taxer. Et là, tu fais le contraire. Tu prends de l'argent privé que tu vas ramener dans les caisses de l'État. Et il est possible d'aller taxer leur épargne? Alors oui, dans le contexte actuel, si tu veux, moi je préfère qu'on commence par taxer les hauts patrimoines. Donc c'est une forme d'épargne, si tu veux. Quand Bernard Arnault donc il a beaucoup d'actions LVMH, c'est un patrimoine qu'on pourrait taxer et qui rapporterait de l'argent à l'État, qui pourrait financer des dépenses écologiques, de l'éducation, de la santé et éventuellement du militaire. Ce que je veux dire, c'est que l'épargne est probablement quelque chose qu'on peut aller chercher, mais il faut faire attention à, si tu veux, être juste et être efficace, et combien tu peux récupérer. Aujourd'hui, si tu décides, par exemple, de taxer les livrets A, ou alors, en fait, tu sais, il y a une défiscalisation. C'est-à-dire que quand tu gagnes de l'argent avec ton livret A, tu ne payes pas d'impôt sur ce rendement-là. Tu pourrais éventuellement toucher à ça, c'est vrai. Tu pourrais te dire, comme je viens de te dire, finalement, c'est quand même les plus riches comme du livret A, on pourrait faire ça. Certes, mais avant ça, moi, ce qui vraiment me paraîtrait plus juste, c'est déjà d'aller toucher les très hauts patrimoines qui ne payent pas le même impôt que toi et moi. Il y a un autre acteur qui est important et là dont dans le débat public autour du budget de François Bayrou on entend peu parler, c'est le rôle des banques centrales. Alors nous on a délégué une partie des missions de notre banque centrale nationale à la Banque centrale européenne, comme les autres États européens d'ailleurs. Est-ce que d'après toi une banque centrale, la Banque centrale européenne, pourrait avoir un rôle dans notre possibilité en tant qu'État de faire des investissements à court, à moyen et à long terme? On sait qu'aujourd'hui, par exemple, ils ont l'impossibilité de prêter directement à des États. Est-ce que tu penses qu'il faudrait revenir là-dessus et quelles conséquences ça pourrait avoir? Sachant qu'une des missions premières de la Banque centrale européenne, c'est de lutter contre l'inflation. Donc, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas prêter à des États parce qu'ils ont l'impression que s'ils prêtent à des États, ça va augmenter l'inflation. Est-ce qu'on pourrait changer en fait cette règle-là ou pas, ou c'est pas un bon acteur pour toi? Ah si, je pense que c'est vraiment un acteur important. D'ailleurs, j'ai un chapitre dans le bouquin que tu as cité.
qui essaye d'expliquer ça. Le truc, c'est que c'est assez technique, mais en réalité, si tu veux, la Banque centrale européenne, derrière, il y a la Banque de France, il y a la Banque d'Espagne, il y a la Banque d'Italie. On siège tous dans ce conseil monétaire. Et ce qui s'est passé, c'est que tu as raison de dire que, en théorie, la Banque centrale n'a pas le droit de prêter directement aux États, mais en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a prêté à la BNP, à la Société Générale, elle n'a pas prêté, non, je vais le dire autrement, elle a dit à la Société Générale, à la BNP et à toutes les banques privées, si vous achetez de la dette publique, c'est-à-dire si vous prêtez aux Français, aux Allemands, aux Italiens, 2 heures après, je vous le rachète. Et donc, en fait, on a complètement on a contourné la règle. Et c'est hallucinant, ça, j'ai un beau graphique dans le... Là, tu parles de la crise de 2008. Ouais, c'est à partir de 2008, on fait ça. On va le faire vraiment à partir de... Enfin, on le fait massivement en 2015, on le fait massivement pendant le Covid. Et ce que ça fait, c'est que c'est la première fois, c'est même plus important qu'après la Seconde Guerre mondiale, quand on n'était pas dans ces marchés de capitaux ultra-libéralisés, que la Banque centrale n'était pas du tout indépendante, qu'elle travaillait avec le gouvernement. Là, on se retrouve dans une situation où la Banque centrale européenne, elle détenait à ce moment-là 1/4 de la dette publique française. Tu vois, c'est très, très important. Et ça, je pense que c'est une bonne chose si la Banque centrale européenne, elle n'a pas de mission politique derrière. Ou alors mais qu'elle a une mission politique d'intérêt général, collective, qui est... on va réduire les taux d'intérêt des États, c'est-à-dire qu'on va leur prêter pour qu'ils puissent investir dans des trucs d'avenir. Or, aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que la Banque centrale européenne, quand elle fait ça, elle prête aux États, mais aussi, elle va acheter énormément d'actions et de titres privés, d'accord ? Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle prête énormément à des Total, des Shell, à des boîtes qui sont en fait dans le secteur fossile. Et donc, ce qu'on pourrait faire, c'est remettre de la démocratie dans cette Banque centrale européenne. Et ça, j'y crois vraiment beaucoup. Il y a un bouquin qui est génial, je vais me souvenir du nom après, mais bon, bref. En fait, si tu veux, la Banque centrale européenne, c'est Michel Aglietta, en fait, qui l'expliquait bien, qui était mon directeur de thèse et qui est décédé l'année dernière. La Banque centrale en général, elle a cette capacité d'être le prêteur en dernier ressort. Si tu veux, quand plus personne ne veut te prêter, elle a une capacité à émettre de la monnaie et à être le prêteur en dernier ressort. Et là-dessus, sur la crise écologique, elle pourrait jouer un énorme rôle. C'est-à-dire se dire, OK, maintenant que je prête aux États et aux entreprises de façon massive, je vais le faire, mais en orientant mes emprunts avec des conditionnalités sur les investissements verts, par exemple. Donc, elle l'a fait. Elle commence à le faire depuis 2020, mais c'est un paquebot et elle le fait de façon extrêmement lente. En fait, une grosse partie de son portefeuille est encore, mais vraiment dans des secteurs dégueulasses, en fait, pour l'écologie. Voilà, c'est comme ça. Et ça, moi, j'y crois bien davantage que d'arriver à complètement réguler les marchés financiers et faire de la répression financière. Je ne sais pas trop comment est-ce qu'on fait ça. Par contre, récupérer la Banque centrale européenne et la mettre dans notre poche, dans la poche des citoyens et citoyennes, ça, c'est un vrai débat et qui a été mené dans les années 2010 par plein d'ONG, enfin des ONG qui s'intéressaient à ça. Et si tu veux, ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est vraiment coller la pression à la Banque centrale européenne ou à la Banque de France, en fait, parce que c'est elle qui siège au Conseil, et dire, en réalité, cet argent-là, arrêtez de le prêter aux entreprises dégueulasses et flécher cet argent vers de l'investissement écologique. C'est la proposition plus ou moins que font les économistes de la tribune dont je te parlais tout à l'heure. Ils parlent, eux, de pôle public bancaire, mais en vérité, c'est bon an, mal an ce que tu dis, sauf que j'ai l'impression que ce qu'ils sous-entendent, c'est que ça peut pas tellement se faire au niveau européen. Donc, mais bon, ça, c'est d'autres problématiques. J'ai une dernière question, Anne-Laure. En tant qu'économiste, quand tu vois la façon dont
évolue, dont s'organise, dont s'orchestrent les différentes la dynamique en matière économique et notamment en matière financière aujourd'hui. Est-ce que tu te dis genre, oulala, on va vers un gouffre en fait, c'est de pire en pire en fait la façon dont s'organise finalement l'économie à la fois à l'échelle nationale mais aussi à l'échelle mondiale, ou au contraire, comme tu viens de me le dire un peu sur la Banque centrale européenne, on commence en fait à avoir des frémissements à certains endroits. Voilà, ils commencent à faire des prêts, voilà, en tant que prêteur en dernier ressort pour la transition écologique. On commence à revenir sur certaines règles qu'on pensait d'airain il y a 50 ans, mais aujourd'hui on se rend bien compte qu'il faut penser les choses un peu différemment. En gros, est-ce que tu penses que le rapport de force politique, voire, j'oserais de dire, le rapport de force de classe à l'intérieur de l'économie, est-ce qu'on va vers un mieux ou est-ce qu'on va vers un moins bien? Moi, je pense que, tu vois, quand tu parles de rapport de force, c'est vraiment essentiel. C'est exactement ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'on a une société civile qui est beaucoup mieux organisée qu'il y a 20 ans. En fait, aujourd'hui, tu as un relais dans la société civile des préférences citoyennes et ça fait un écho qui colle la pression à la fois aux élus mais aussi aux autres institutions. Donc, par exemple, c'est fou, tu as des ONG qui sont spécialisées sur la Banque centrale européenne. Waouh! Il faut avoir envie de le faire. Mais ça, c'est une vraie source d'espoir. C'est-à-dire que quand tu regardes le truc de loin, tu te dis, ils vont vraiment hyper vite. Effectivement, les marchés financiers n'ont jamais été aussi puissants. Le patrimoine des ultra-riches n'a jamais été aussi élevé. Mais en fait, t'as pas le contrefactuel. C'est-à-dire que si on n'avait pas bossé, nous, derrière, si la société civile ne s'était pas mobilisée, ce serait peut-être pire. En fait, c'est ça que j'observe. C'est-à-dire que ils vont très vite en face, mais tu as une société civile qui est extrêmement dynamique, qui a montré plein de fois que quand on se mobilise, on y arrive. Et c'est pour ça que, oui, moi, j'ai l'impression, je pense qu'il y a un espoir et qu'il faut continuer à lutter et à résister, quoi. Bien, c'est sur cette note positive que je te remercie alors pour cette interview très, très pédagogique et intéressante. Merci Pablo.